Merci Madame la Présidente. Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour vos brillantes interventions. Je pense que votre pluralité d'origine et de statut donne une vision assez large. Pluralité d'origine à la fois terre-mer, mais également de statut de l'ancien militaire d'active à l'officier de réserve jusqu'au militaire encore en activité. Et j'apprécie notamment votre liberté de parole car, comme le dit l'adage populaire, rien n'est plus dangereux que d'avoir la certitude d'avoir raison. Bon, la crise est souvent là où on ne l'attend pas et toute faille pourrait être exploitée. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la France se doit de maintenir un modèle d'armée complet avec l'ensemble de ses capacités. Et la mobilisation du 2e régiment de dragons apporte un exemple, alors que certains pouvaient encore s'interroger l'an dernier sur la nécessité de conserver de telles capacités NRBC, alors même que celles-ci avaient déjà largement fondu ces dernières années. La LPM apporte clairement des moyens pour reconstruire nos armées. C'est une grande avancée que nous devons absolument préserver, mais il est également de notre devoir de nous interroger sur l'adaptation de notre outil de défense. À l'excellence de nos troupes permises notamment par la LPM se pose la question de la masse, de la résilience de la nation et de l'adaptation de nos armées. Michel Goya, si j'ai bien compris, vous avez indiqué que 10% de la dépense pouvait être allouée, on va dire, dans des forces de réserve, que ce soit sous forme de matériel supplémentaire, matériel sous cocon ou même des forces de réserve. Pour autant, le budget de notre défense n'est pas extensible et donc je vais vous poser une question difficile. Considérant que nous travaillons à ISO-budget, où pouvons-nous trouver ces 10% de budget nécessaires ? Par ailleurs, deuxième question et dernière, la puissance de nos armées n'est pas suffisante pour garantir notre liberté d'action. Inutile d'avoir une armée puissante si la nation n'est pas résiliente. C'est le sens de ma QAG d'hier sur la souveraineté sanitaire, car certaines puissances pourraient exploiter nos faiblesses comme des leviers de pression. Et donc, selon vous, quel est le rôle des armées dans la résilience de la nation? Qui doit piloter notre défense nationale au sens large? Je vous remercie. Merci. Enfin, monsieur le... Humain. Et je reviens sur l'idée de réserve. La réserve, ce n'est pas forcément une armée inactive. Je citais le cas américain. Les Américains dépensent effectivement à peu près 10% de leur budget pour les réserves et la garde nationale, c'est-à-dire globalement une capacité de remonter en puissance. Et cette capacité de remonter en puissance, ils l'utilisent. Un contingent, une force expéditionnaire américaine, elle comprend 30% de réservistes, pratiquement, de gardes nationaux. Donc c'est considérable, c'est infiniment plus que nous. Et donc cette armée de réserve n'est pas forcément une armée inactive, hein. C'est une armée dans laquelle on puise pour utiliser des compétences, des moyens qui nous manquent en volume, mais aussi des compétences qui n'étaient pas forcément utilisées jusque-là. L'exemple de la défense antiaérienne française ou de l'armée de terre, de la défense antiaérienne tactique, c'est quelque chose qui a pratiquement disparu. Sauf à considérer que quand nos forces ne seront plus jamais attaquées par la voie des airs, il aurait peut-être été intéressant de conserver cette capacité, notamment sous cocon et notamment dans les forces de réserve. Je pense que le modèle doit être de ce qui est le moins utilisé doit passer en réserve. Peut-être pas forcément ce qui est le plus prestigieux. Nos chars de combat, on les a utilisés 3 fois. Sous la Ve République, nos chars de bataille. Bon. Et ils ont tiré relativement peu d'obus. Bon, est-ce que il ne faut pas passer ces moyens lourds en réserve? C'est ça. On conserve la capacité, mais on conserve la capacité de l'utiliser, mais à moindre coût. Donc voilà ce genre de réflexion. Mais je pense qu'on ne peut pas passer autrement, sans parler du fait, et ça, je termine là-dessus, mais quand les Américains ont professionnalisé leurs forces complètement en 1973, ils ont dit rien d'important ne doit se faire sans impliquer le reste de la nation. Et donc, ils ont conçu leur modèle avec effectivement beaucoup de réserves, en se disant, s'il y a quelque chose d'important, d'abord, on est capable de remonter en puissance grâce à eux, et ça implique massivement le reste de la nation. Ce n'est pas une petite troupe de professionnels dans son coin qui fait la guerre au loin. On est obligé de faire appel à tout le monde et d'impliquer tout le monde dans les choses importantes. Voilà, je termine là-dessus.